Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Yuri. Salut Yuri. Salut Andy, j'espère que tu vas bien. Excellent. Pour chauffer, question relativement simple, est-ce que tu pourrais te présenter en une petite minute top chrono? Ok, moi je m'appelle Yuri Martel, donc je suis coach sportif et hypnothérapeute sur Avignon et j'accompagne principalement les personnes qui ont besoin de se libérer de leur kilo émotionnel grâce au sport et à l'hypnose. Excellent, le pitch est rodé donc c'est cool. Et avant de démarrer justement dans le vif du sujet et de voir un petit peu comment tu as démarré toi dans le personal training, le Yuri tout petit, c'était qui? Alors le Yuri tout petit, moi j'ai baigné dans un univers sportif depuis très jeune. J'ai commencé par le BMX. J'ai toujours été passionné par tout ce qui est sport de glisse, tout ce qui est sport à sensation. Donc le petit Yuri, c'était celui qui était doué en sport. J'étais le premier de ma classe souvent en sport, par contre pas dans les autres matières. Et j'ai toujours voulu en faire mon métier. Voilà. Tu l'as su à quel moment que tu voulais faire quelque chose qui tournait autour du sport? Je pense que j'étais très jeune, je devais avoir 6 ans. C'était à l'époque où je faisais du BMX à assez haut niveau. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Yuri Martel, coach sportif et hypnothérapeute à Avignon. Yuri a un concept de coaching intéressant où il allie le sport et l'hypnose. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Yuri. Comment lancer des sessions de coaching outdoor, comment se faire connaître auprès de sa mairie, comment mettre en place sa grille tarifaire, comment monter son studio, comment créer une galerie d'art à l'intérieur même de son studio et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Yuri Martel. Bonjour à tous, bienvenue sur le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Yuri. Salut Yuri. Salut Andy, j'espère que tu vas bien. Excellent. Pour chauffer, question relativement simple, est-ce que tu pourrais te présenter en une petite minute top chrono? Ok, moi je m'appelle Yuri Martel, donc je suis coach sportif et hypnothérapeute sur Avignon et j'accompagne principalement les personnes qui ont besoin de se libérer de leur kilo émotionnel grâce au sport et à l'hypnose. Excellent, le pitch est rodé donc c'est cool. Et avant de démarrer justement dans le vif du sujet et de voir un petit peu comment tu as démarré toi dans le personal training, le Yuri tout petit, c'était qui? Alors le Yuri tout petit, moi j'ai baigné dans un univers sportif depuis très jeune. J'ai commencé par le BMX. J'ai toujours été passionné par tout ce qui est sport de glisse, tout ce qui est sport à sensation. Donc le petit Yuri, c'était celui qui était doué en sport. J'étais le premier de ma classe souvent en sport, par contre pas dans les autres matières. Et j'ai toujours voulu en faire mon métier. Voilà. Et tu l'as su à quel moment que tu voulais faire quelque chose qui tournait autour du sport? Je pense que j'étais très jeune, je devais avoir 6 ans. C'était à l'époque où je faisais du BMX à assez haut niveau. Et là, déjà, je me disais que j'aimerais être professionnel en BMX. Et du coup, je souhaitais faire derrière un sport-études pour pouvoir rapidement travailler dans le sport. C'était Ok. vraiment là où j'étais fort. C'était ce qui me faisait vibrer déjà très jeune. Et dans le BMX, du coup, tu as réussi à percer? Tu as réussi à être… Du coup, je suis allé plusieurs fois en qualification au championnat de France. Par contre, je suis tombé sur les dernières qualifications.
Et du coup, je m'étais entraîné très dur et je comptais faire un podium. Et ce moment-là, ça a été dur pour moi parce que tout ce que j'avais fait avant est tombé à l'eau suite à cette chute. Et du jour au lendemain, en fait, j'ai arrêté parce que je me mettais vraiment trop la pression et à ce moment de ma vie, et ça venait perturber un petit peu ma scolarité et tout le reste. Donc, j'ai dû arrêter. C'était à quel âge? C'était à quel âge ça? Donc, cette chute, j'avais 8 ans. Ok, ok. Et à la suite de ça, du coup, tu redémarres quoi? Dans un autre sport? Comment tu envisages le truc, du coup? Du coup, en fait, je décide de me lancer dans un sport moins compétitif. Je crois qu'à cette période-là, j'ai fait deux ans de foot en gardien de but en plus, donc plutôt à la cool. Voilà, j'avais besoin d'un sport où je puisse rencontrer du monde, donc un sport collectif, que je puisse partager des moments, on va dire, plutôt conviviaux que des moments qui étaient trop compétitifs où j'étais trop dans l'entraînement, trop dans le dur, comme à cette époque, je fais du BMX. Et à la suite de ça, du coup, la compétition et tout, ça te manque pas plus que ça? En fait, j'ai repris après la compétition dans d'autres sports, tout ce qui est. Après, je me suis mis au cross-country en vélo. Après, j'ai fait beaucoup de courses à pied où je continue à faire de la compétition en club. Mais j'ai eu cette espèce de burn-out de la compétition où j'ai été vraiment écœuré de ça. Et du coup, suite à ça, à partir du moment où j'ai été adolescent, je me suis lancé dans tous les sports non compétitifs. C'est-à-dire, je me suis mis à fond dans le skateboard, dans le snowboard, tout ça, parce que c'était des sports où je me sentais libre, des sports où j'avais juste à aller partir avec mes potes et skater et pas plus, quoi. Il n'y avait pas cet esprit de compétition où il faut être le meilleur. Enfin voilà, j'avais même pas l'impression de m'entraîner, moi, juste passer des bons moments avec mes potes et à ce moment-là, ça me suffisait amplement. C'est ce que je recherchais. Ok. Et du coup, comment tu as fait le tremplin avec tes études et avec le coaching sportif? Ça s'est passé comment? Il y a eu beaucoup d'étapes. Donc, du coup, suite à cette passion pour les sports de glisse, je me suis dit que j'aimerais en faire mon métier à cette époque. Pas en tant que compétiteur. Je voulais juste travailler dans le domaine des sports de glisse. Du coup, j'ai fait, moi, une fac de sport, STAPS, quoi, à Montpellier. Et du coup, j'avais choisi un cursus plutôt orienté management et marketing. Et déjà, à Montpellier, à l'époque, il y avait le FIS, tout ça. Donc, on avait des profs qui intervenaient, qui étaient déjà dans le milieu des sports de glisse. Donc, j'ai pu commencer assez rapidement à faire des stages et intégrer ce milieu-là par le biais de STAPS. Ok. Et du coup, tu rentres dans la vie active, tu trouves un job par rapport à ce diplôme-là ou pas du tout? Alors, en fait, pour retracer un peu mon parcours, je crois que je suis passé par quasiment tous les métiers dans le domaine du sport. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, déjà, j'étais vendeur à Decathlon et Intersport. Je crois qu'il y a beaucoup de STAPS qui font ça pour payer leurs études. Donc, j'avais des contrats étudiants de 20 heures, voire 30 heures. Donc, dès que j'ai validé mon diplôme, j'ai décidé de m'orienter dans l'événementiel de sport de glisse. Donc, j'avais travaillé à l'époque pour le comité départemental de roller et skate, où on organisait des compètes, des contests au niveau régional. Et donc, j'ai fait cette première expérience dans les sports de glisse. Et ensuite, en fait, je me suis lancé dans le marketing dans le sport de glisse. Je travaillais pour une marque de kitesurf où là, je m'occupais de toute la com, de tout le marketing. C'était une nouvelle marque qui venait de se lancer. Donc, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait une partie événementielle, une partie sponsoring et une partie marketing. Et suite au marketing, en fait, je pars vivre à l'étranger, Australie, Nouvelle-Zélande. Et donc là, le but, c'était de voyager, d'apprendre l'anglais, passer du bon temps. Et quand je reviens en France, je me dis, ouais, je ne peux pas m'installer à un seul endroit. Donc, je décide de faire les saisons à ce moment-là. Donc, l'hiver, je suis à la montagne. Je suis responsable de magasin de snowboard et je donne aussi des cours de snowboard en club parce que j'avais passé entre-temps mon monitorat. Et l'été, je suis moniteur de skateboard à l'UCPA. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et je suis arrivé à 30 ans, je me suis dit, bon, allez, Yuri, il faut que tu construises quelque chose, il faut que tu te poses, tu peux pas travailler en saisonnier toute ta vie, surtout je commençais à me blesser, donc mon corps commençait à m'envoyer des signaux d'alarme à ce moment-là.
Les 2 dernières saisons, je me suis blessé en snowboard et en skateboard. Donc, je me suis dit, allez, stop, je passe à autre chose. Et je me suis dit, bon, allez, lance-toi dans quelque chose de sérieux, de stable. Et à ce moment-là, je me suis dit, allez, pourquoi pas l'éducation nationale. Donc, j'ai passé des petits concours en interne. Et du coup, j'étais vacataire en tant que prof de PS dans le privé. J'ai fait ça pendant 1 an. J'en ai eu ras-le-bol de l'éducation nationale. Et là, un petit peu par hasard, une fois, je vois une annonce où ils cherchaient un coach sportif à Keep Cool, donc salle de sport low cost. Et là, je me dis, tiens, pourquoi pas, j'y vais sans trop savoir ce qu'ils proposaient comme poste, sachant que moi, je n'avais jamais fait de préparation physique avant. J'étais vraiment dans les sports fun, on va dire. Et là, en fait, ils m'embauchent. Et voilà, ça a été le départ du coaching sportif. Ça a été à Keep Cool, salle low cost, où j'ai quand même appris beaucoup de choses. Ok. Et tu avais été en tant que client, membre d'un club de Non. fitness ou pas du tout? Ouais, tu connaissais pas du tout l'industrie ou l'univers, quoi. Non, et en plus, pour être honnête avec toi, j'étais pas du tout attiré par cet univers-là. C'était pas moi, quoi. Ok. Et du coup, suite à ce rendez-vous, toi, tu es dans quel état d'esprit? Quelle est ta vision? Tu dis, bah tiens, on me propose le poste, j'accepte, je veux voir, ou Ouais, c'est exactement comment ça se... ça. Ouais. Ouais, je me suis dit, tiens, je vais prendre ce poste, ça va me faire une nouvelle expérience, on va voir un petit peu comment ça donne. Le patron, j'avais eu un super feeling avec lui. Il était vraiment dans ce côté sport bonheur, sport pour tous, sport convivial. Ça représentait bien ce que j'aimais dans le sport, pas dans la Ouais, performance. c'est un peu aussi la vision, je crois, de Keep Cool par rapport à ça, non? Il me semble. Exactement, ouais. Hmm. C'est ça, pas de miroir dans les salles, c'est c'est vraiment une pratique, on va dire, plutôt dans un objectif de passer un bon moment avec d'autres adhérents et prendre soin de soi plutôt que dans la recherche de la performance. Donc, j'ai cette première expérience chez eux et ce qui m'a plu, c'est C'est que quoi ton rôle là-bas, du coup? je suis coach sportif. Ok. Euh, alors, donc, il y a toujours des bons et des mauvais côtés. Le bon côté, c'est que mon patron me laisse beaucoup de liberté. Moi, je suis quelqu'un, j'arrive à créer du lien très rapidement. Donc, assez rapidement, je crée du lien avec les adhérents. Donc, ils en parlent autour d'eux. Donc, le club commence à bien monter en termes d'adhérents. Donc, il me fait beaucoup confiance sur le terrain là-dessus. J'apprends assez vite les bases du coaching et de la musculation. Je commence à lire plein de bouquins, à faire des formations, à me passionner de ça. Après, l'envers du décor, c'est que je passais beaucoup de temps à vendre des abonnements, à laver les machines et à faire des entretiens bilans qui ne servaient pas à grand-chose. Enfin, pour moi, il n'y avait pas de réel suivi derrière. Donc je suis resté 1 an chez eux. Euh, J'étais arrivé à l'époque à travailler mes 35 heures sur 3 jours. J'avais négocié ça, ce qui a été hyper confortable pour moi parce que je ne travaillais pas vendredi, samedi, dimanche. Et là, je me suis dit, OK, en parallèle, je vais lancer mon activité de coaching parce que j'avais déjà des adhérents dans le club qui me demandaient si je faisais du coaching perso à côté. Et là, je me suis dit, faut saisir Parce que l'opportunité. eux en avaient pas? Eux avaient pas de coaching? Ah dans ces salles de sport, en fait, tu sais, tu as des cours vidéo, donc il n'y a pas de cours co. Le suivi, en fait, tu fais un programme d'entraînement et c'est démerde-toi. Donc, des fois, tu donnes quelques tips sur les plateaux muscu ou cardio, mais c'est très. Voilà, il n'y a pas grand-chose en termes de suivi et d'accompagnement. Ok. Ok. Donc, c'est pendant cette période, enfin, cette première année où tu décides effectivement de lancer ton entreprise. Donc, comment tu t'y prends concrètement en sachant que tu as déjà un 35 heures dans le club? Alors, en fait, je me rappelle, c'était souvenir de soirée. Je me suis dit, allez, tiens, je crée mon statut d'auto-entrepreneur. Je crée mon site internet et voilà, je crée une offre de coaching sportif à domicile. Et puis, on verra bien où ça mène. Et donc, du coup, je crée mon statut. Et je me suis dit, bon, ok, Yuri, tu peux utiliser tout ce que tu as appris dans le milieu du sport pour lancer ton activité, que ce soit au niveau marketing, événementiel. Et à l'époque, je lance un événement plein air qui s'appelait le Sunday Workout à l'époque, où là, je proposais un petit peu du sport fun, plein air, dans un esprit hyper convivial, hyper social, pardon, où l'idée, c'était que les gens se rencontrent autour du sport sur Avignon. Et donc, je lance ce premier événement en même temps que je lance mon activité de coach sportif à domicile. Et comment tu fais en termes de com, du coup? Tu te souviens? Je lance ma première publicité Facebook
À l'époque, ça marchait super bien. Ça marche encore aujourd'hui, mais c'est un peu plus technique, je pense. Donc, je lance ma pub Facebook. Je partage l'événement sur ma communauté, sur mon petit réseau, hein, qui était constitué principalement d'amis et des quelques adhérents qui me suivaient parce que j'avais créé une page professionnelle, Coach Sportif Avignon, elle s'appelle d'ailleurs. Et du coup, voilà, sur l'événement, au début, le premier événement, il y a ma copine et un pote qui vient, donc ils étaient deux. Il s'est avéré que ce pote, en fait, il travaillait dans le milieu du digital et du coup, il m'a dit, franchement, ton projet, il a l'air trop bien. Les séances, même si on était deux, franchement, c'était trop cool. Donc, on s'est mis en partenariat et lui, il travaille beaucoup sur la partie com et digital et moi sur le reste, sur la partie plus sportive. Et du coup, on a commencé à se lancer tous les deux et ça a pris énormément d'ampleur sur Avignon. On est monté jusqu'à 50 personnes qui venaient aux événements. On était en mode un peu show à l'américaine, casque micro, grosse enceinte. On faisait du bruit, quoi. Voilà, on était dans l'espace public, on faisait beaucoup de défis. C'était vraiment du sport fun. Et en fait, on a commencé à créer petit à petit une communauté qu'on a appelée à l'époque la communauté des sportifs du dimanche. Et du coup, on a eu des milliers de personnes qui sont venues à ces séances de sport. C'était tous les dimanches matins. Je pense qu'il m'a beaucoup aidé, c'est que je m'étais fait la promesse d'organiser des séances tous les dimanches matins, peu importe la météo. Voilà, je m'étais fait cette promesse-là, déterminée. Et du coup, petit à petit, la communauté s'est créée. On a eu de plus en plus de monde et j'ai commencé à avoir des retombées, moi, dans le coaching sportif à domicile. Ok. Et comment du coup tu fais le parallèle avec des séances d'entraînement en outdoor avec du coaching individuel à domicile? Alors honnêtement, ça n'avait rien à voir. Ce que je proposais en collectif et plein air était vraiment, et l'est toujours, très différent de ce que je propose à domicile. Ce que j'ai adoré sur mes premiers coachings à domicile, c'est l'adaptation. Moi, je suis quelqu'un que j'ai cette capacité-là et j'adore m'adapter aux gens que j'ai en face. Et le fait de devoir s'adapter à leur environnement, parce que c'était chez eux, à leurs objectifs, à qui ils sont, tout ça, c'est assez vite matché là-dessus, quoi, on va dire. Et du coup, c'était deux activités qui étaient assez différentes, mais il y en a une qui venait nourrir l'autre. C'est-à-dire que les gens qui venaient pas à mes cours collectifs, c'était des gens qui observaient un peu ce que je faisais et qui, eux, étaient plus dans la recherche de quelque chose de personnalisé, d'individualisé. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux coachs qui nous écoutent pour, entre guillemets, développer un peu le même concept, genre, parce que je pense qu'il y a énormément de choses, là, les beaux jours vont arriver et tout. Encore que peut-être qu'à Avignon, il fait encore plus beau qu'à Dijon, je pense. Mais là, disons, c'est assez facile, je trouve, de proposer comme tu l'as fait. Moi, je l'ai fait également sur des vendredis soirs ou des dimanches matins, des choses comme ça. Un coach qui, voilà, il vient d'avoir son diplôme ou il a très peu d'expérience. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire sur la mise en place de ce genre de choses-là? Très bonne question. Moi, ce que je me suis dit à ce moment-là et ce que je donnerais comme conseil, c'est OK, fais-toi confiance, essaye d'avoir quelque chose d'assez spécifique dans ton événement, quelque chose qui te ressemble. Ça coûte rien, franchement, tu as besoin d'une enceinte ou pas, et pose-toi dans un lieu où il y a du passage et sois déterminé, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas désespérer si sur les premiers événements, il n'y a pas grand monde. Si en fait ce que tu fais, c'est cool et que ça fait du bien aux gens, petit à petit, en fait, tu vas avoir de plus en plus de monde jusqu'à ce que ça cartonne. Moi, en fait, au départ, je faisais ça totalement en vandale et en fait, j'avais à chaque fois peur de me faire arrêter par les gendarmes, par la mairie. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu as été voir la mairie pour leur dire que tu faisais ce type d'événement et tout, ou pas du tout au début, coup, je suppose? Pas du tout, et tu vas halluciner sur ce qui s'est passé. C'est en fait la mairie, en fait, sans que je le sache, observait un peu de loin ce que je faisais. Donc ils ont constaté que je faisais du bien aux gens, qu'il y avait cet aspect social, qu'il y avait cet aspect santé, que ça rassemblait du monde, mais autour de valeurs qui sont des valeurs du sport qui sont assez sympas pour l'image de la ville. Et du coup, j'ai la maire d'Avignon qui m'a appelé en personne et qui m'a dit, Yuri, voilà, faut qu'on se rencontre. Et du coup, elle m'a proposé d'organiser des Sunday workouts dans tous les parcs de la ville pendant tout l'été. Donc, en fait, c'est la mairie après qui m'a payé pour que j'organise ces événements, toujours sous le nom Sunday Workout, dans plein de parcs. Donc, du coup, moi, en plus,
ben, je n'ai même pas pu répondre à la demande parce que ben, je suis tout seul. Donc, du coup, j'ai dû recruter d'autres coachs qui animaient ces séances-là en plein air pour la ville. Et là, ça fait 4 ans maintenant que tous les étés, la ville d'Avignon me fait confiance pour organiser ces séances. Donc, comme quoi, c'est parti d'un truc mental sans autorisation à quelque chose d'officiel au niveau de la ville et qu'ils organisent tous les ans. Ok. Donc, partir sur voilà, quelque chose qui nous corresponde. Tu avais fixé, je suppose, la régularité aussi. Je pense que c'est important. Le fait aussi de faire ça tous les dimanches, ça permet d'apporter une certaine régularité. Et pour les gens aussi, c'est bien parce qu'ils savent que le dimanche, je ne sais pas, de 10 à 11h ou 10h30, 11h30, ils ont leur sport. Comment, en termes de facturation ou autre, tu as démarré comment? Tu as fait des choses gratuites? Après, comment ça s'est passé par rapport à ça? Euh, là, tu viens de me poser la question, je me revisualise à l'époque. Moi, j'ai démarré avec un tarif très bas, c'était 5 € la séance. J'étais avec une énorme boîte en métal sur un parking et en fait, les gens, ils faisaient la queue pour me payer mes 5 balles les uns derrière les autres. Donc, c'est sans autorisation, sans que ça soit déclaré. Voilà, c'était en mode vandale, quoi. Et ben, rapidement, quand il y a 30, 40, 50 personnes, ça commence à être intéressant. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ben, moi, j'y ai mis au bout d'un moment un peu moins d'énergie parce que les coachings perso commençaient à prendre et je travaillais 7 sur 7. J'étais à la limite du burn-out à ce moment de ma vie parce que je donnais des cours de sport tout le temps. Et donc, moins d'énergie, ben, forcément, les gens le ressentent. Donc, j'ai eu de moins en moins de monde. Et du coup, je me suis dit, ouais, là, en fait, c'est plus aligné avec mes valeurs de faire payer 5 € cet événement pour 10 personnes. J'ai envie que ça reste gros, parce que moi, ce qui m'animait, c'est avoir beaucoup de gens de face à moi, d'avoir du monde. C'était pas forcément l'aspect financier, c'était plus l'aspect, voilà, qu'il y a du monde, le côté chaud, tout ça, que j'aimais bien. Donc, je me suis dit, écoute, tu vas faire l'événement 100% gratuit, sauf que tu vas le faire encore plus gros. Et donc, j'ai recruté 3 autres coachs. Donc, un coach plutôt spécialisé dans tout ce qui est mental, un autre coach qui était vraiment, qui revenait des États-Unis, qui était vraiment dans cette approche hyper crossfit, dans l'animation, dans le show, tout ça. Et une nana qui était plus dans l'aspect yoga, bien-être. Et du coup, en fait, j'ai investi dans du matériel et on a organisé des grosses séances comme ça, 100% gratuites à 4 coachs en même temps. Et là, ça a explosé. On a eu du 60 personnes qui sont venues à l'événement. Alors, la question, c'est comment tu payes tes coachs et comment ça devient rentable, un événement comme ça, alors? Eh ben, en fait, je les ai embarqués un peu dans l'aventure. Je leur ai dit, écoutez, les gars, aujourd'hui, peut-être que ça rapporte rien du tout, cet événement, mais vous allez avoir des grosses retombées derrière. J'avais un des coachs, là, celui qui revenait de l'étranger, qui s'était lancé à domicile et qui était sur le point de vouloir ouvrir son studio. Donc, j'ai dit, voilà, ça va te faire de la com, ça va te faire de la pub, tu vas avoir du monde, tu vas être visible dans l'action, tu vas être visible en train de coacher. Et forcément, je pense que ça va t'aider à développer ton activité, ton réseau et te lancer pour l'ouverture de ton studio. Et la nana, pareil, je me suis associé du coup avec elle. Et le coach mental, c'est un psychologue. Lui, en fait, ça lui a ramené énormément de monde dans son cabinet. Et ce qui s'est passé, c'est quelques mois plus tard, le coach sportif ouvrait son studio. Et les premiers clients étaient principalement des gens de notre réseau. Et la nana, on s'est associé, on a lancé notre société après à terme dans le coaching personnel. Donc voilà, c'était leur dire que. Et puis c'était tellement agréable comme événement de se sentir au devant de la scène, tous ces gens qui étaient à fond et tout, que chacun en fait pouvait le faire gratuitement. C'était OK pour lui, quoi. Ok, excellent. Et du coup, avec cette expérience-là, comment. Toi, alors, tu disais que le coaching à domicile commençait à prendre de l'ampleur. Comment tu fais pour gérer à cette époque-là, il n'y a plus Keep Cool, du coup, comment se fait la transition et tout? Alors, comme je te disais, j'ai eu vraiment une grosse fatigue, genre un burn-out. Et là, je me suis dit, ouais, Yuri, tu ne peux pas tout faire en même temps. Du coup, je prends la décision de quitter Keep Cool. Déjà, ça ne me plaisait plus. Je commençais à en avoir marre. Et le coaching perso commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Et du coup, ça me limitait quand même le fait de continuer à travailler 3 jours.
J'avais quand même à l'époque pas assez de coaching pour que ça soit pleinement viable. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté Keep Cool, le coaching sportif à domicile a commencé à vraiment, vraiment se développer parce que j'avais plus de temps, parce que je pouvais prendre plus de gens. Et du coup, j'ai commencé à vraiment me focus à cette période sur le coaching sportif à domicile. Donc, par contre, je courais dans tous les sens. J'ai acheté une camionnette, je prenais tout. J'avais des coachings à 20-25 km pour 40 euros, j'y allais. Après, j'ai eu des Donc, coachings. ouais, même question. Si demain tu devais redémarrer de zéro le coaching à domicile, tu ferais comment? Et est-ce que c'est encore quelque chose que tu dirais à un de tes potes qui veut se lancer dans le coaching? Alors, là, honnêtement, tu me dis ça, j'aurais du mal à retourner dans cette situation parce que c'était dur comparé au confort que j'ai aujourd'hui. Mais moi, je crois que dans la vie, il y a beaucoup, enfin, je crois aux étapes, tu vois. Je pense qu'il y a toujours des étapes à franchir et que tu peux pas arriver direct sur le marché du coaching sportif en faisant la fine bouche. Moi, en fait, je voulais manger partout, quoi. Là où il y avait à manger, j'y allais. Voilà, et j'y croyais, je voulais développer mon activité, je sentais que ça commençait à prendre. Donc j'étais déterminé. J'étais déterminé et je me disais quand même dans ma tête qu'au final, ça sera peut-être plus simple après, ou ça sera plus, j'arriverai à mieux m'organiser ou plus optimiser mon activité. J'avais quand même cette petite voix dans ma tête qui me disait que là, je dois cravacher pendant le temps que ça prenne, mais qu'après, ça irait mieux. Donc je dirais aux autres coachs que voilà, s'ils veulent vraiment vivre de cette activité, il y a de la concurrence. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de bosser, il ne faut pas avoir peur de prendre ce qu'il y a au départ. Et qu'après, derrière, s'ils font ses preuves sur le terrain, ils pourront un peu plus optimiser ou travailler de façon qui est moins fatigante, quoi, du moins. Et tu commences sans matériel au démarrage ou tu investis quand même un peu de matériel? Comment tu t'y es pris, toi, par Alors rapport moi, à ça? je me suis pris, je vais voir mon banquier. J'avais pas beaucoup d'argent à l'époque. Je lui ai dit, je lui demande 3 000 euros. 3 000 euros pour acheter mon site internet et mon matériel. Quand j'y repense, ça fait pas beaucoup. Mais avec ces 3 000 Non. euros, j'ai arrivé à créer un super site. J'ai trouvé une bonne personne où j'ai été rapidement bien référencé dans la région. Et donc, le site m'a coûté 1 500 euros et j'ai acheté pour 1 500 euros de matos. Voilà, j'ai tout acheté. Je ne citerai pas le nom, mais une marque pas chère. Et j'ai commencé comme ça. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, tout ce que je gagne, je le réinvestis. Donc, j'ai réinvesti dans un meilleur site. Après, j'ai réinvesti dans une camionnette. J'ai réinvesti dans du matériel de meilleure qualité. En fait, voilà, tout ce que je gagnais, je gardais une partie pour investir et développer mon business de coaching sportif. Tu te souviens le laps de temps là qu'il t'a fallu pour lancer cette activité? 6 mois, 1 an, plus? En 6 mois, j'en vivais de manière assez confortable. Par contre, comme je te dis, j'avais plus de vie. J'avais des coachings de 5h à 20h, 5h du matin à 20h. Je mangeais dans ma camionnette du lundi au samedi, j'avais mes coachings, plus le dimanche, le soin des workouts. Et donc, c'est quoi déjà ta question? Je me suis un peu perdu. Ouais, non, je te disais, il t'a fallu combien de temps pour justement avoir une certaine, on va dire, liberté financière? Donc, tu nous as dit à peu près 6 mois. Ouais, Ouais. 6 mois, donc je commençais à bien vivre, mais j'avais pas de vie. Voilà, c'est ça où je voulais en venir. Et après, au bout d'1 an, j'ai commencé à être un peu mieux structuré. C'est-à-dire que je commençais à travailler par secteur, et puis il y a des secteurs que j'ai plus pris pour avoir moins de déplacements. Donc, Voilà. souvent, les mêmes questions, c'est comment tu t'es fait connaître du coup? Parce qu'à domicile, voilà, c'est compliqué de se faire connaître. Et puis de deux, quel type d'offre tu as fait sous forme de carte de séance? Comment tu t'y es pris? Ouais, ça aussi, quand j'y repense, c'était un peu à l'ancienne. Donc moi, je proposais mes tarifs à l'heure. Donc c'était 50 euros de l'heure. Comment je me suis fait connaître? En fait, les personnes que j'entraînais, c'était un petit peu comme un réseau sur Avignon, donc où ils se connaissaient tous un peu. Et donc, dès que j'ai commencé à en coacher certains, en fait, ils en ont parlé à d'autres. J'ai eu un bon bouche à oreille. Plus toutes les personnes en fait qui venaient à mes événements, qui en parlaient autour d'eux, qui disaient que je faisais du coaching perso et du coup qui venaient aussi des événements que j'organisais.
Donc, en fait, on va dire au bout d'1 an, je me suis rapidement retrouvé avec bien une trentaine, un peu plus de clients par semaine. Donc, c'était suffisamment viable pour en vivre confortablement. Ok. Et tu es dans quel état d'esprit, du coup, quand tu commences à avoir trop de clients, tu sens la surcharge, on va dire, trop de clients, pas assez de temps pour toi. C'est quoi les décisions que tu prends là immédiatement pour En éviter fait, d'aller droit dans le mur? en fait, c'est la vie. Il y a eu le confinement qui est tombé. Donc, du coup, mon activité qui s'est mise à l'arrêt. Et c'est fou ce qui m'est Ouais, arrivé. t'as Donc, pas continué du coup quand même les non, domiciles ou autres? Non? Ok. non, parce qu'il s'est caché une belle surprise derrière le confinement. Si tu veux, le jour où le confinement tombe, le lendemain, j'avais un gros événement où j'attendais beaucoup de monde. Et là, forcément, j'ai dû annuler l'événement. Et j'avais aussi un interview radio sur le sport, une radio locale. Et là, à la radio en direct, je leur dis écoutez, bon, il y a le confinement qui tombe et tout, je ne vais pas pouvoir organiser mon événement, mais ce que je propose, c'est demain matin de faire un live sur Facebook et de faire mon événement en live avec tous les confinés. Et du coup, ça a été donc la première fois où je montrais en fait sur les réseaux et sous forme de live ma méthode qui allie le sport et l'hypnose. Et donc, avec cette personne, Alban, qui me suivait aussi, enfin, avec l'autre coach qui était aussi au Sunday Workout que je t'ai parlé tout à l'heure. Et, Mhm. et en fait, sur ce premier live, dès le premier live, il y a, je crois, plus de 100 personnes qui nous regardent en live. Et derrière, on reçoit plus de 500 messages. Vraiment sur waouh, vous m'avez fait trop du bien, vous nous avez remonté le moral. Enfin, en gros, on reçoit plein de messages de gratitude, tellement que ça nous prend la journée pour répondre à tous. Et de la même façon que le Sunday Workout, je me suis dit, écoute, en direct, en live, j'ai dit, écoutez, on vous fait la promesse avec Alban d'animer une séance comme celle que vous venez de vivre ce matin pendant tous les jours du confinement, tous les matins à 8 heures. Et donc, du coup, on a animé plus de 56 séances et on a du coup énormément de gens qui nous ont suivis sur les réseaux. On a commencé à créer une communauté. Et donc, du coup, ça a été pour moi les premières fois où je me suis dit, ah ouais, le coaching en ligne, ça peut marcher. C'est possible de se connecter aux gens, de leur faire ressentir des émotions, qu'ils suivent tes cours, qu'ils aient des résultats à travers le digital. Et, Mhm. et en fait, ce qui s'est passé de magnifique, c'est que tous les gens qu'on a accompagnés, donc pendant le confinement, ils se sont rassemblés sans qu'on le sache pour nous créer une cagnotte. Parce qu'en fait, on faisait tout ça gratuitement. C'était purement du don, du don, du don. Moi, je faisais pas du tout ça pour l'argent. Je faisais ça pour garder du lien avec les gens. Parce que moi, le coaching, c'est vraiment ce qui m'anime et me fait vibrer. Donc, j'avais besoin de me sentir utile pendant le confinement. Et Mhm. donc, du coup, les gens se rassemblent pour nous donner de l'argent. Et la cagnotte, elle fait que monter. Ça fait 1000, 2000, 3000, 4000, plus de 5000 euros. Et là, du coup, il y a la presse qui commence à s'intéresser un peu à tout ça. Et du coup, sorti du confinement, je me dis, est-ce que Yuri, tu as envie de reprendre le coaching sportif à domicile, à courir dans tous les sens, ou est-ce qu'il n'y a pas une opportunité qui est en train de se créer? Et là, pour la première fois, du coup, je décide de faire appel à un mentor spécialisé dans le coaching sportif en ligne pour pouvoir réfléchir un peu sur mon activité. Et les plus de 5000 euros, en fait, je décide de les investir pour créer mon studio de coaching. Donc, Excellent. ouais, il y a ces Ok. deux Et ouvertures en ce moment. donc ça, c'était quoi? C'était pendant le premier confinement ou Ouais, le plus long, le deuxième? Le premier? premier confinement, donc on crée cette communauté. Il y a cette cagnotte. Donc, je prends un premier coaching pour structurer du coup mon activité de coaching en ligne. Et il y a aussi du coup le studio que j'achète. Enfin, que j'achète, oui, parce que il est à l'intérieur de ma maison. Où là, j'ai suffisamment d'argent quoi, pour acheter mon matériel. Quoi. Et là, je suis trop content. Et du coup, en fait, ça me Ok. permet de faire une transition entre le coaching sportif à domicile, le online et la création de mon studio de coaching privé. Ok. Et du coup, tu crées ton studio au sein même de ta résidence principale? Ouais, en fait, Ouais. moi, je crois beaucoup aux signes et tout. En fait, ma résidence principale, elle est à l'île de la Bartola. C'est là où j'animais mes séances de sport plein air, là, le Sunday Workout. Et je me suis toujours dit, ouais, cette île, elle m'appelle. Et donc, du coup, en fait, cette maison, à chaque fois que je passais devant en courant, parce que c'était là où je venais faire mon jogging,
je me disais, j'ai trop envie d'y habiter. Et du coup, je laissais à chaque fois des cartes de visite pour au moins espérer coacher la personne qui habite dans cette maison. Et un jour, cette personne-là, en fait, elle m'appelle. Elle me fait, j'ai trouvé au moins 10 cartes de visite de toi dans ma boîte aux lettres. Je vais dire la vérité, j'avais un coach à l'époque, donc c'est pour ça que je t'ai pas appelé. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, je l'ai quitté. Donc voilà, j'aimerais qu'on commence le coaching sportif à domicile ensemble. Et du coup, j'ai coaché ce mec pendant un moment, hein, pendant plus de 3 ans, jusqu'au jour où ils me disent, ah, ma maison, elle est à vendre. Et du coup, ben, honnêtement, ça a été très dur parce que moi, j'étais auto-entrepreneur pour demander un crédit à la banque parce qu'elle était quand même assez chère. Avec mon statut d'auto-entrepreneur, je me suis battu, mais j'ai cru jusqu'au bout. Et finalement, je suis arrivé à obtenir la maison et j'ai pu créer mon studio de coaching à l'intérieur de celle-ci. Et c'est hyper bien adapté au niveau géographique parce que je suis bien situé, c'est à la campagne, c'est pas loin du centre-ville. Et les gens, ils peuvent s'entraîner dans un cadre royal pour eux. Ok. Et, et du coup, alors là, d'un point de vue un peu au niveau législatif, comment tu as fait? Tu as créé une société, tu as fait une SCI au niveau pro ou au niveau privé? Comment tu t'es Non, alors, organisé? j'ai créé 2 sociétés. Moi, j'ai 2 SARL, une donc du coup pour le studio et une pour les coachings à domicile. Donc du coup, en fait, c'est ma société qui me loue en fait le studio, tout simplement. Ok, Ouais. ok. Et du coup, en termes de superficie et tout, pour donner une idée, Alors en termes de superficie, je suis sur 60 mètres carrés. Et en fait, la particularité du studio, c'est que moi, je suis passionné d'art. Et du coup, le studio de coaching, il fait aussi galerie d'art. Donc, le cadre est vraiment inspirant et c'est pas ce qu'on retrouve ailleurs. Tout mon matériel est en bois. Il y a des œuvres d'art, des sculptures d'artistes locaux. Donc, c'est un cadre assez unique pour venir s'entraîner. ouais, c'est ce qu'on Les voit gens, derrière là. J'allais te poser la question du coup. ben, Et ouais, j'ai eu envie en fait, ce que je donnais, enfin, comment les gens se sentaient, ce que je donnais en coaching à domicile, j'avais envie de le transposer au niveau de mon studio pour qu'en fait les gens ils se sentent comme à la maison chez moi, que je puisse vraiment les accompagner aux petits soins et qu'ils soient dans un environnement dans lequel ils se sentent bien, puisque pour moi l'environnement de pratique est hyper important. et du coup, tu transposes tes clients où tu allais à domicile, tu les amènes directement chez toi ou tu es obligé de reconstruire de zéro une nouvelle clientèle? Bah, ça a été un sacré challenge, hein, je te le cache pas, parce que les gens, en fait, ils sont habitués au confort qu'on va chez eux. Donc, en fait, je me suis dit, OK, il y en a qui vont être peut-être OK de venir ici, d'autres pas. C'est pas grave. Peut-être ça va créer de nouvelles demandes. Donc, j'ai été prêt à perdre énormément de clients. Et d'ailleurs, j'en ai perdu pas mal. Je crois plus de 50%, hein. Mais j'en ai regagné derrière 70%. Ok, et tu refais quoi au niveau marketing? Tu reprends les mêmes stratégies, un site, des choses comme ça, ou comment tu t'y prends? Ouais, en fait, ce qui s'est passé entre-temps sur ce chemin-là, c'est que du coup, je prends confiance à ma méthode d'accompagnement qui allie le sport et l'hypnose. Avant, j'accompagnais les gens essentiellement par le sport, un peu l'aspect mental, mais j'avais pas assez confiance en moi encore pour les accompagner là-dessus. Et là, du coup, je décide de vraiment mettre en avant cette méthode un peu holistique qui allie le sport et l'hypnose. Et là, du coup, niveau marketing, je commence à communiquer là-dessus, faire des posts là-dessus, à créer mon site internet où je mets vraiment ça en avant. Et c'est là où en fait, ça a bien pris, quoi. Ok, excellent. Et comment tu fais du coup donc du coup, tu as une offre sur ton studio, une offre online. Comment tu t'organises par rapport à ça? Ouais. Donc j'ai une offre pour mon studio, effectivement, donc en présentiel, où la plupart en fait ont aussi accès à mon programme online. Donc c'est ce qu'on appelle un peu du hybride aujourd'hui. C'est-à-dire que je vois les gens une fois par semaine au studio et en même temps ils ont tout un programme qu'ils peuvent suivre de chez eux en fait au niveau sport, nutrition, mais aussi au niveau hypnose. Et donc du coup aussi j'ouvre ce programme à d'autres personnes que j'accompagne pas en physique. En fait, Ok. j'ai un peu du coup, j'ai mis au point ma méthode de manière digitalisée. Qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui nous écoutent par rapport à la création de sa propre méthodologie? Comment tu t'y es pris et comment tu pourrais justement donner quelques pistes de réflexion pour que d'autres coachs fassent la même chose? Alors moi, franchement,
je l'ai appris sur le terrain. En fait, je me suis vite confronté à pas mal de problématiques en coaching sportif. Tu sais, quand tu n'as pas forcément de résultats en perte de poids sur les gens, tu sens qu'il y a quelque chose de plus profond qui bloque, peut-être au niveau émotionnel ou peut-être la personne est conditionnée ou elle a certains traumas. Donc, j'avais des échecs sur certaines personnes que j'accompagnais. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose en fait autre que le sport pour les aider à dépasser ça. Donc moi, ça a été vraiment sur le terrain que j'ai vu ça. Et donc petit à petit, en fait, j'ai osé me former et tester cette méthode jusqu'à ce qu'elle soit définitivement approuvée par les gens que j'accompagne. Donc sur le terrain, mais aussi au niveau digital, hein, par exemple pendant le confinement. Et forcément, quand on voit que ça marche, du coup, on peut un peu plus officialiser le truc, un peu plus le mettre en avant. Mais je pense que chaque coach peut avoir sa propre méthode. Il n'y a pas de méthode unique, enfin, pas de méthode, je veux dire, générale. Chacun peut avoir son petit truc, quoi, son petit domaine de génie, sa petite plus-value qui fait qu'il va avoir des bons résultats sur les personnes qui l'accompagnent. Moi, ça a été vraiment cette partie émotionnelle, cette connexion à l'humain qui a fait ma spécificité. Donc du coup, aujourd'hui, tu travailles seul, parce que tu partageais tout à l'heure que tu travaillais du coup avec d'autres professionnels qui avaient des spécificités différentes. Du coup, pourquoi tu n'as pas créé justement toute une méthodologie autour de ces différents, avec différentes personnalités? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as choisi de vouloir démarrer seul? Ah ben là, en fait, ce que tu me dis, c'est mon projet. Du coup, j'ai envie de pouvoir transmettre cette méthode à d'autres coachs, à qui ça parle, bien sûr, chez qui ça vibre. Moi, aujourd'hui, je sens que cette méthode, elle peut vraiment aider beaucoup de personnes. Donc, si je peux la transmettre à des coachs, ça aurait vraiment du sens pour moi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, on était à deux, comme je t'ai dit, c'était ma copine à l'époque, et on s'est séparés parce du coup, elle est partie à l'étranger. Du coup, j'ai repris les rênes seul, donc j'ai eu envie de garder pendant un laps de temps mon activité en mode solo, parce que c'est dur de se séparer quand il y a une société où on est deux dessus. Enfin, c'est assez galère tout ça, mais finalement, ça s'est bien passé, hein. Et aujourd'hui, la partie online, justement, je l'ai gardée avec elle, où elle peut bosser à distance parce qu'elle est à l'étranger dessus, et moi, de là où je suis. Et donc, mon projet, voilà, vu que tu as anticipé un peu, c'est justement de pouvoir former d'autres coachs sportifs à cette méthode qui allie le sport et l'hypnose pour pouvoir créer ma première équipe sur la région. Excellent. Et tu veux monter quoi? Plusieurs studios, ou tu veux justement plus travailler sur la partie online, ou un peu des deux, de façon hybride? Moi, ce que j'avais pensé, c'est dans un premier temps les former et qu'ils aient la possibilité de soit la transmettre à domicile, soit au sein même de mon studio. Et donc, du coup, si j'arrive comment dire, à embarquer plusieurs coachs dans cette aventure, ça serait bien sûr développer d'autres studios de coaching comme le mien, c'est-à-dire vraiment autour de l'art, autour de l'hypnose et du sport dans la région dans un premier temps, ouais. Parce qu'aujourd'hui, en fait, je peux pas prendre. C'est frustrant parce que je peux pas prendre tous les prospects qui m'appellent parce qu'on est limité en coaching physique. Donc, ça veut dire que voilà, il faut que je commence à penser à créer cette équipe à qui je pourrais du coup donner déjà des premiers clients à coacher. Ok. Tu vois comment, toi, c'est quoi ta vision du coaching dans les prochaines années? Moi, je pense qu'on va de plus en plus s'orienter vers un coaching. Alors, j'aime pas trop le mot holistique, mais qui va être beaucoup plus centré sur l'humain. Je trouve qu'il y a vraiment une lacune dans les formations, que ce soit STAPS ou BPGEPS là-dessus. C'est qu'on ne nous donne pas les clés pour savoir comment motiver une personne, pour savoir mieux la comprendre psychologiquement. Et moi, je vois en fait les gens sont vraiment à la recherche de ça, d'avoir cette approche un peu tridimensionnelle, quoi, autour du physique, du mental et des émotions. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a de plus en plus de thérapeutes d'ailleurs. Et je pense que nous, les coachs sportifs, on est un peu comme les nouveaux médecins de demain. Je pense que les gens vont avoir de plus en plus recours comment dire, à des méthodes naturelles. On voit
que les gens en ont marre de prendre des médocs, en ont marre de traitements curatifs et qu'ils ont envie de s'orienter plus vers une hygiène de vie où ils comprennent d'où ça vient peut-être leur maladie ou qu'est-ce qui va pas chez eux. Voilà, moi je pense vraiment à un coaching un peu à 360 degrés où on prend la personne dans son ensemble, dans sa globalité, dans tout ce qu'elle est, plutôt que juste sur la dimension physique avec le sport. Voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de... Je pense que ça va être orienté là-dessus, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux coachs aujourd'hui qui ont des difficultés du coup, à trouver un petit peu leur place dans le métier, à trouver des clients? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ces personnes-là? Je leur dirais, passe à l'action. Peu importe si au début, ce que tu fais, c'est pas parfait, peu importe si c'est pas de suite l'idée de génie, tu pourras toujours perfectionner ton idée au fur et à mesure de ton expérience terrain. Moi, je crois beaucoup à l'expérience terrain. Donc, au départ, si tu as du mal à aller à trouver des clients, fais-les venir à toi en créant des événements, en proposant peut-être des trucs gratuits sur les réseaux pour avoir déjà des gens qui s'intéressent à ce que tu fais, pour avoir déjà un premier accompagnement sur eux. Et après, moi, je pense que quand on donne, on reçoit en retour. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur au début de donner de son temps, quitte à le faire gratuitement pour recevoir derrière en retour des clients. Comment toi tu fais, Yuri, pour continuer à progresser? Alors moi, je passe mon temps à me former. Je suis un coach qui a beaucoup de coachs. Je suis coach, mais j'ai un coach de sport, j'ai un coach business, j'ai un coach aussi que je vois. Je vois des psychothérapeutes. Enfin, je me fais en permanence coacher. Je me forme beaucoup. Et ça, en fait, à chaque fois, à chaque formation, je récolte quelques petites pépites. Et ça fait qu'à assembler à la fin, ça fait des lingots d'or. Parce qu'il y a toujours à apprendre des autres, il y a toujours à se nourrir des expériences des autres, surtout ceux qui sont plus avancés que nous. Donc voilà, je passe mon temps aussi à côté en parallèle à ça, à aller à des masterminds, à me former, à me faire accompagner pour toujours remettre un peu en question mon activité et la recréer de manière plus adaptée au marché et puis aussi à moi, comment j'évolue. C'est-à-dire que le Yuri d'aujourd'hui ne pourrait plus coacher comme il y a 3-4 ans. Et d'ailleurs, j'espère que d'ici 2-3 ans, ça sera encore différent pour moi, que j'évoluerai vers quelque chose de plus grand encore. C'est quoi la différence, du coup, entre ce que tu faisais avant et maintenant par rapport au coaching? La liberté. J'ai beaucoup plus de temps pour moi. Comme je te dis, avant, je courais dans tous les sens. Aujourd'hui, en fait, j'arrive à structurer mon activité de façon à travailler moins. Je travaille sur 4 jours en moyenne. Donc, ça me laisse quand même 3 jours off pour couper, pour prendre du bon temps pour moi. Mais du coup, forcément, tu es beaucoup plus motivé après en semaine à coacher quand tu es dans une bonne énergie. Donc, ça serait voilà, de beaucoup plus m'écouter, de savoir ce qui est important pour moi. Moi, c'est cette notion de liberté qui est vraiment importante. Liberté financière aussi, géographique, liberté de temps. Donc je suis toujours à la quête d'optimiser ça pour que ça soit toujours de mieux en mieux. Donc, c'est-à-dire que peut-être demain, j'espère, je travaillerai encore peut-être un peu moins, mais tout en aidant autant de gens. Ok. Et toi, tu veux t'arrêter où dans le coaching? C'est quoi ton objectif? Mon objectif vraiment, ça serait de former ma première équipe de coach qui coacherait avec cette méthode hyper puissante qui est le sport et l'hypnose. Voilà, moi j'ai cette soif de transmettre aujourd'hui. Je vais bientôt avoir 40 ans. Enfin, j'ai que 38 pour l'instant, mais je me vois pas être coach sportif non plus jusqu'à très vieux. Je pense que c'est important aussi de laisser la relève prendre notre place aussi, tous les jeunes qui vont arriver sur le marché. Par contre, voilà, je serai vraiment heureux et épanoui de leur transmettre tout ce que j'ai appris moi pendant toutes ces années de coaching. Excellent. Et c'est quoi ton échec préféré? Mon échec préféré, c'est celui qui me fait
Ah, attends, j'en ai plusieurs quand même. À chaque fois, j'ai besoin de me prendre des claques, moi, pour passer à autre chose. Donc, à chaque fois que j'ai pris une claque dans le coaching, que ce soit au moment du confinement ou que ce soit des fois parce que j'avais pas de résultats sur certaines personnes, bah, du coup, je me suis remis en question pour comprendre comment je pourrais faire mieux pour que ça marche derrière. Et du coup, bah, je continue à me prendre des claques hein, en permanence. Et il y a toujours à apprendre quoi, de ça. Quoi. Et comment tu fais? Tu as parlé de effectivement cet équilibre entre vie privée, vie professionnelle. Comment tu fais pour, trouver, pas ce juste équilibre? Parce que je pense pas qu'il y ait d'équilibre parfait, mais voilà, entre ta partie professionnelle et ta partie, loisir privé. Ouais. Moi, ce que je fais, en fait, je fais tourner. En fait, moi, je me crée des vision boards et dessus, en fait, j'écris ma vie de rêve dans tous les domaines de vie, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau loisir, que ce soit au niveau développement personnel. Et je fais comme si tout avait déjà été réalisé. C'est-à-dire, je me mets vraiment comme si là, je venais d'atteindre en fait tout ce que je marque sur ce vision board. Et donc là, par exemple, si je lis mon vision board, ben, par exemple, niveau professionnel, ben, j'ai marqué exactement combien de temps je souhaite travailler par semaine pour avoir suffisamment de temps libre au niveau personnel. Par exemple, là, je me suis limité à 35 heures par semaine sur 4 jours. Donc, du coup, je sais que j'ai à peu près 8 à 10 coachings sur 4 jours et qu'après, tout ce reste de temps, c'est du temps libre que j'ai pour partir en week-end, profiter de mes proches. Donc voilà, vraiment, je visualise, je me projette, je l'écris, je m'engage avec moi-même de le faire, parce que c'est bien beau de l'avoir dans sa tête, mais si on ne le matérialise pas dans sa vie, en fait, ben, ça ne sert à rien, quoi. Donc, chaque 6 mois, on va dire, ben, je remets ça à l'ordre du jour pour que ça soit toujours évolutif vers quelque chose de mieux, quoi. Mmh. Et Et ça a été le aujourd'hui, on début. n'a pas ouais, ouais, et aujourd'hui, par rapport à ton propre business, en termes de visibilité, est-ce que tu crées du contenu? Est-ce que tu fais de la pub? Est-ce que tu utilises, quel type de stratégie fonctionne le mieux pour toi? Alors, moi, sur la partie online, je fais de la pub. Je fais de la pub Facebook et Instagram. Mon tunnel est très simple, hein, c'est pub Facebook ou Instagram. Ils ont droit à un e-book et à 2 auto-hypnoses. Et puis derrière, en fait, ce qui est hyper puissant, c'est que ils ont une hypnose gratuite par téléphone de 30 minutes. Et suite à ça, en fait, donc soit ils peuvent se lancer ou pas dans le programme avec moi. Donc ça, c'est vraiment pour la partie online, c'est mon process. Et je crée, on va dire, une publication par semaine en moyenne sur mon groupe privé et ma page Facebook, pas plus. Par contre, j'ai pas mal de mailing, donc tous les gens qui s'inscrivent à l'e-book, bah, du coup, après, ils sont dans ma liste Mmh. email. Je peux leur envoyer des mails avec beaucoup de valeur et où ils ont beaucoup aussi mon état d'esprit, ma vision, etc. Donc, ils peuvent se connecter à moi par rapport à ces emails. Et après, sur la partie physique, aujourd'hui, j'ai pas mal de bouche à oreille. Et j'ai un site internet. Je sais qu'on dit un peu que c'est la mort des sites internet, mais moi, j'ai un site internet qui fonctionne très bien. J'ai pas mal de preuves sociales sur My Business. Donc, les gens aussi, ça regardent beaucoup. Donc, quand ils voient que d'autres clients ont été convaincus, qu'ils ont eu une bonne expérience avec moi, c'est plus facile pour eux de passer à l'action. Et aujourd'hui, j'ai ce luxe, entre guillemets, de pouvoir prendre très peu de gens. Donc, ce que je fais, moi, je crée des listes d'attente et du coup, ben, ça crée un petit peu l'émulation. En fait, voilà, ils savent que les places sont chères et sont rares. Donc ça crée une forme d'engouement derrière pour avoir sa place ici au studio. OK, et après, c'est comment? C'est des accompagnements de 3 mois renouvelables, ou comment toi tu fonctionnes par rapport à ça? En physique, tu veux dire, ou en online? Ouais, sur les deux systèmes? Alors, sur online, j'ai 2 offres, une offre de 3 mois, de 90 jours et une offre de 6 mois pour vraiment se libérer les personnes de kilos émotionnels. La partie 3 mois, c'est vraiment purement grâce à l'hypnose, c'est-à-dire il n'y a pas de sport, il n'y a pas de nutrition, voilà, c'est vraiment purement une reprogrammation du cerveau. Et après, il y a 3 autres mois, donc si la personne souhaite mettre en place des habitudes saines, où là, il y a du sport, de la nutrition et des méditations, ça, c'est sur la partie online.
Et sur la partie physique, je suis sûr que tu as déjà vécu ça, c'est-à-dire que les personnes, quand ils se sentent bien, qu'ils sont bien accompagnés, que ça les aide dans leur vie, que ce soit au niveau professionnel, leur rapport à leur corps, tout ça, ben, en fait, ils restent à vie. Moi, j'ai des clients, ça fait plus de 3-4 ans que je les ai. Et pour rien au monde, en fait, ils laisseraient leur place parce que c'est leur rendez-vous hebdomadaire où ils peuvent parler d'eux de manière intime. Moi, ils ont, vu qu'on parle beaucoup de ces émotions, tout ça, ils ont cette liberté de dire tout ce qu'ils ne diraient peut-être pas à leurs amis ou à leur famille. Donc, c'est un petit peu un endroit de liberté pour eux à ce niveau-là. Et puis, la partie sport, le sport, ça fait du bien au corps. Et quand ils ressortent du studio, ils sont transformés. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est assez facile de les garder sur du long terme. Excellent. Et est-ce que tu aurais une petite ressource à nous partager, soit, je ne sais pas, une lecture que tu donnes souvent à d'autres personnes, podcast ou autre? Alors moi, c'est vrai que ce qui me passionne, c'est les neurosciences. Je suis fan de la compréhension de son cerveau. Là, juste à côté de moi, il y a le dernier livre sur les leviers de changement de Jordan Véro. Du coup, j'ai tellement kiffé que après avoir lu son livre, j'ai fait sa formation d'une semaine, que je recommande d'ailleurs. Ok. Et là, en fait, donc c'est du coup comprendre en fait pour mettre en place ce qui va aider la personne à prendre des décisions et à changer par rapport à certaines problématiques. Donc c'est hyper fort couplé au sport. Donc il y a cette lecture-là que je peux recommander. Et après, forcément, Tony Robbins, Le pouvoir illimité du cerveau, c'est une pépite. Ouais, top. Dernière petite chose, après tout ce que tu nous as partagé d'intéressant. C'est facile alors moi je fais pas du tout d'hypnose avec notre équipe là sur la partie. Est-ce que c'est simple enfin simple, jamais simple, mais comment toi tu as justement intégré l'hypnose à tout cet univers qui est pas, quand on est coach, qui est pas forcément évident. En tout cas, moi de l'extérieur, je vois ça comme quelque chose d'hyper difficile à mettre en place. Qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme petite. Ça, c'est un peu secret, ça, mais ouais, je vais te dire un peu comment je fonctionne. En fait, si tu veux, moi, une séance, pendant la séance de sport, je fais que questionner la personne. Pas de manière non plus relou, hein, tu vois, mais je la questionne beaucoup déjà sur sa problématique. Et donc, pour ça, en fait, c'est vrai que la PNL m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas si tu connais la programmation. Ouais. Donc déjà, moi, pendant ce moment de sport, je vais récolter pas mal d'informations sur la personne, pas mal d'informations sur son fonctionnement. Et après, derrière, ça me permet de les enregistrer, de les garder en moi. Et moi, en hypnose, j'utilise l'hypnose rapide. C'est-à-dire, je me suis formé à l'hypnose rapide. C'est un peu l'hypnose qu'on peut voir, l'hypnose de rue, où on va hypnotiser les gens très rapidement, en 30 secondes, 2 minutes. Et du coup, le sport, ce qui est génial, c'est que déjà, il a cet effet de couper un peu le mental. Donc, la personne est déjà dans une forme, dans un état un peu de conscience modifié, rien que par le sport. Et le fait d'induire des techniques d'induction rapide, la personne va partir très rapidement. Et après, moi, je travaille sur ce qu'elle m'a partagé pendant la séance. J'essaye de mettre en place un levier par rapport à ce qu'elle m'a partagé pour qu'en 10 minutes, 15 minutes, mes hypnoses sont très rapides. Comme quoi, ça ne sert à rien. Il y a des techniques d'hypnose ericksonienne où ça dure 30, 60 minutes. Moi, j'aime bien ce qui est court et efficace. Les gens, je les vois qu'1 heure. Ils ont quand même envie de faire du sport. Ils n'ont pas envie de se taper 1 heure d'hypnose. Mais ils ont quand même envie de faire de l'hypnose. Donc voilà, c'est des hypnoses qui durent entre 10 et 15 minutes. Et là, je vais travailler vraiment sur le cœur de la problématique de la personne par rapport à ce qu'elle m'a partagé, par rapport à sa vie, par rapport à ses mots à elle. Donc vraiment, je me connecte à elle. C'est vraiment important, cette connexion, cette empathie qu'il va y avoir avec elle. En fait, pour lui faire vivre, du coup, par son imaginaire, c'est un peu comme un rêve. Hein. Elle va vivre sa réalité d'une autre façon, c'est-à-dire qu'elle va réagir différemment face à un problème sous hypnose. Et du coup, en fait, l'idée, c'est qu'ensuite, elle réagisse différemment sur son problème dans la vie réelle. Parce que le cerveau ne fait pas forcément de différence entre ce qu'il vit sous hypnose et la réalité. C'est-à-dire, par exemple, si tu rêves que tu te fais poursuivre, par exemple, peut-être tu vas te réveiller dans la nuit avec le cœur qui bat et tu vas même transpirer alors que tu es allongé dans ton lit. C'est un peu pareil là, en fait, si tu veux, c'est de faire vivre une autre réalité de manière très forte, très puissante pour que la personne après elle se dise ah ouais, ok, maintenant je vais réagir différemment face à certaines choses. Ok. Et il faut le faire sur un. Enfin,
Est-ce qu'il faut le faire sur un état hyper fatigué ou tu le fais au milieu de séance ou tu peux le faire quand tu le veux Ouais, tu peux le faire quand tu veux. Tu peux vraiment le faire quand tu veux. Vraiment, là, pour te dire, tu vois, j'hypnose par téléphone. Ça, j'y croyais pas, par contre. L'hypnose par téléphone. Il faut que quand même la personne soit ouverte à ça. Il faut qu'en fait, tu arrives à lui montrer que ça va vraiment l'aider. Il faut qu'il y ait un intérêt derrière, tu vois, pour elle. C'est-à-dire que si elle fait cette expérience, il faut que ça l'aide face à quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, l'hypnose spectacle, c'est cool, c'est marrant, mais c'est un peu de la merde pour ça. C'est que faire le canard devant un public, c'est ridicule et ça va rien t'apporter. Par contre, si en 15 minutes, tu as réglé tes compulsions alimentaires et que finalement, tu perds du poids facilement, là, il y a un intérêt, tu vois, à être hypnotisable. Donc, ça va être aussi de mettre en avant cet intérêt-là. Voilà. Donc oui, tout le monde est hypnotisable. Après, il y en a qui sont un peu plus dans le contrôle, mais justement, l'idée, c'est après d'utiliser ce contrôle-là pour que la personne, justement, contrôle un peu son état interne et du coup, elle va s'hypnotiser toute seule, tu vois, si tu as les bonnes suggestions hypnotiques. Il ne faut pas aller à l'inverse de ce que la personne elle est, ça ne marche pas. Oui, si je bloque ou je refuse, ça ne marchera pas, quoi. Bien sûr, pas du tout. Bon, top, excellent en tout cas. Un dernier petit mot à rajouter, à partager à tous ceux qui nous écoutent. Moi, j'ai envie de te dire merci parce que le fait que des personnes comme toi partagent l'expérience d'Hotcoach, c'est important parce que je te dis ça parce que j'ai écouté plein de tes podcasts d'Hotcoach. J'ai écouté celui d'Alex Kiefer il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Et du coup, en fait, ça nous dit que c'est possible, en fait. C'est possible d'y arriver, que ces personnes qui aujourd'hui font, ces coachs qui fonctionnent, elles sont passées aussi par des galères. Elles sont passées par des moments où elles n'avaient pas de clients. Elles sont passées par des moments de remise en question. Mais si on s'accroche, qu'on est déterminé et qu'on y croit et que c'est vraiment un métier qui nous fait vibrer, qui a du sens pour nous, qui est même notre mission de vie, on finit toujours par y arriver. Par contre, voilà. Il faut se laisser ce temps, laisser le temps de se découvrir soi-même dans ce métier, de comprendre en fait ce qu'on va utiliser pour aider les gens, parce qu'on a chacun cette unicité, ce côté unique, et que forcément en ne lâchant pas l'affaire, ça va marcher. Et je trouve que écouter d'autres coachs comme ça fait du bien quand on se lance. Même pas quand on est lancé, parce qu'il y a toujours plus avancé que soi. Ouais, mais ce qui est cool en interviewant des personnes, c'est que voilà, on peut monter son studio chez soi et faire une galerie d'art. Je me souviens de Claudia que j'avais interviewée, qui était partie, elle, aux États-Unis avec un van et elle fait le tour du monde aux États-Unis et elle vit quand même du coaching. Et toutes les personnes que j'interviewe, en fait, ils ont des parcours qui sont complètement différents. Et c'est ça qui est cool avec l'univers du coaching. Et encore bien plus avec ce qui s'est passé avec la Covid et le confinement, c'est que c'est l'univers des frontières, quoi. Aujourd'hui, tu as une expertise, tu as de l'hypnose, on voit pas trop le rapprochement, mais en réfléchissant, on peut créer sa méthodologie, et c'est ça qui est assez fantastique, c'est qu'aujourd'hui, oui, tu peux vivre du coaching partout. Tu vois, c'est assez exceptionnel, ça. Ouais, c'est fantastique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se l'approprier un peu d'une façon qui nous ressemble et qui nous correspond. Il n'y a vraiment pas de limite, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on voit en plus encore plus aujourd'hui avec le côté digital, avec le côté studio, il y a plein de trucs à faire. Et en plus, je pense que c'est un métier qui a beaucoup d'avenir. Parce que de plus en plus de gens sont ouvertes justement à ça, à se faire accompagner. Yes, merci en tout cas Yuri de ton partage, c'était une nouvelle fois hyper inspirant. Pensez à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire pour Yuri. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Allez, merci à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com.
yuriartel.com, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.